La salle de lecture. Gérard Mordillat, bonjour. Bonjour aussi. Nous en sommes déjà au 3e épisode de ce podcast consacré à la sortie de votre roman « Les vivants et les morts, 20 ans plus tard ». On a vu dans le 2e épisode pourquoi ce titre. Un podcast toujours sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier que vous connaissez déjà par cœur. 2 points. Vous avez devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard et pourquoi pas avec une pelle. Une pelle. Une pelle du 18 juin ? Non, bah, ça pourrait. Non, mais j'essaye d'être un peu, moi, dans votre bouquin. Une pelle. C'est une pelle... Une pelle... Une pelle à tarte ? Non, une pelle Rossel. Eh oui. Oh, mais, bah non. Mais ça... si, mais pourquoi pas ? Alors, oui. J'ai le droit. Une pelle Rossel qui est la ville dans laquelle l'usine Plasticos, la Cos, a brutalement fermé avant d'être remplacée par Property ou Prop, un entrepôt de vente en ligne, ce qui pose pas mal de questions et de problèmes qui constituent le cœur de votre roman, mais pas que. Fermez la parenthèse qui était longue. Dans chacune de ces enveloppes, donc je me reprends, se trouve une question qu'il vous faudra s'il vous plaît lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Allez Gérard, on vous écoute. J'y vais. Sans hésiter, celle-là qui me tendait les bras. Très belle. Et qui je peux comprendre ce choix. On sent qu'elle est très très bien. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables ? Si oui, est-ce lié à la génétique ? Il y a des livres malchanceux, mais les livres malchanceux sont ceux qui ne sont pas en accord avec leur temps ou qui subissent finalement des dommages pour lesquels ils ne sont pour rien. J'ai tout simplement un exemple en tête. Quand j'ai publié Les 5 parties du monde, Mazarine, qui le publiait, a cessé de ses activités d'édition à ce moment-là. Donc, j'étais dans un paradoxe d'un livre qui avait reçu des critiques extrêmement favorables et une maison d'édition qui en réalité n'existait plus. Donc le livre a souffert de ça. Il a souffert de ça et heureusement j'ai pu ensuite le publier en poche, puis le réécrire, puis le republier, puis en tourner une adaptation télévisée. Bref, ça a quand même... Mais c'est vrai que la chance tient pour beaucoup dans l'existence des livres. Mais il y a aussi des livres où on peut être passé à côté, où on peut se dire que ce n'était pas exactement ça et c'est pour ça qu'on le réécrit. Je prends Vive la sociale. Je publie comme premier roman Vive la sociale. J'ai un accueil critique extrêmement chaleureux, favorable. Et moi, quand j'ai le livre en main, j'ai le sentiment que je n'ai pas réussi ce que je voulais écrire réellement. Le livre me déçoit en l'ayant en main. Donc, comme je me sens autant cinéaste qu'écrivain, je réussis à le refaire par une autre voie, par une autre forme d'écriture, en tournant le film Vive la sociale. Oui, j'ai oublié de dire que Vive la sociale, en tant que livre à sa sortie, premier roman, se vend quand même à 15 000 exemplaires. Ce qui est, pour un premier roman, un succès, puisque d'ordinaire, ça se vend entre 400 et 1000 exemplaires. Donc un vrai succès. Mais moi, le livre ne me convient pas. Je le refais sur le plan cinématographique. Pareil, très bonne critique, prix Jean Vigo, blablabla, etc. Et quand je vois le film, je me dis, c'est toujours pas ça. Et quand on me propose de le publier en poche, quand Nicole Vimard me propose de le publier en point-virgule, j'accepte à condition de le réécrire entièrement. Ce que je fais, je le réécris entièrement, et puis je le réécrirai d'une certaine manière autrement aussi, à travers Rue des Rigoles, Quartier de Noblesse, etc. J'aurais fait ça. Donc, je ne sais pas si on peut parler de malheur, mais il y a peut-être des livres qui sont handicapés. Voilà, et dont il faut soigner le handicap, et dont il faut refaire des exercices pour qu'ils retrouvent la vélocité et la grâce qui doit être la leur. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Eh bien, on va prendre une autre enveloppe directement, en espérant qu'elle soit valide. Ça ouvre. Une question de physiologie. Aïe. Est-ce que, comme pour les enfants, il y a un âge auquel il vaut mieux ne plus envisager de sortir un livre, même si on en a très envie,
ce serait un trop gros risque, aussi bien pour l'autrice-auteur que pour le livre lui-même. Lorsque j'étais président de la SRF, la Société des réalisateurs de films, nous étions à l'initiative du festival du premier film. Et évidemment, plus d'une fois, quand on se réunissait, on s'est dit que ça serait très amusant d'organiser le festival du dernier film et d'indiquer à un certain nombre de cinéastes que voilà, après ça, c'est plus la peine, c'est fini, on fera autre chose. Je pense que pour les livres, c'est peut-être aussi la même chose, mais en même temps, pour les écrivains, la vie se confond avec l'écriture et donc ça voudrait dire, ça serait soit un assassinat, soit un suicide parce que enfin, ceux que je connaisse comme écrivains ont tous l'intention, comme Molière, de mourir en scène, de finir en écrivant. Et que, au fond, l'âge ne fait rien à l'affaire, qu'il n'y a pas d'âge pour continuer d'écrire et que des hommes très âgés ont écrit de très belles choses comme de très jeunes gens l'ont fait. Donc, oui, bien sûr, dans l'idée, c'est une idée amusante. On se dit, voilà, ça suffit, c'est plus la peine, voilà. Vous avez dit assez de conneries maintenant, voilà, passez à autre chose, essayez le tricot ou le macramé, mais laissez tomber le roman. Je crois que c'est très dur pour les écrivains dans la mesure où, c'est une vie. Ne plus pouvoir écrire, ça, je pense que c'est une chose terrible. Et je pense à des écrivains qui ont perdu la vue. Je veux dire, je sais que Borges a continué, au fond, à parler, à tenir des conférences et tout, mais il n'a plus réellement écrit. Mais ça, je pense que c'était, je ne sais pas s'il s'est exprimé là-dessus, mais je pense que c'est vraiment une tragédie pour un écrivain, quoi. Et regardez, c'est une tragédie pour tous ceux qui aiment leur travail et qui vivent avec. Ça peut être aussi bien des maçons qu'autre chose. Qui est le privilège absolu de gagner sa vie avec ce que l'on aime faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y en a certains, on leur conseille. Il y a aussi, peut-être aussi chez les écrivains, au-delà du désir de vie, des problèmes plus de rabâchage, des fois que tu le dis. Non, parce qu'on voit des guitaristes qui continuent à jouer ou à même se faire jouer de la guitare quand ils peuvent plus jouer, comme Manitas de Plata, là, qui se faisait jouer tous les jours de la guitare devant son lit quand il était à l'hôpital. Mais quand même, il y a des moments où peut-être un écrivain, mais alors c'est pas dans votre style, c'est peut-être plus les faiseurs, quoi, qui se répètent beaucoup. Mais je me demande simplement s'il n'y a pas un moment où on dit peut-être je vais intérêt à fermer ma gueule, quoi. J'ai tout dit, quoi. Je suis en train de rabâcher. C'est comment j'ennuie mes petits-enfants, des choses comme ça, quoi. Voilà. Oui, mais au fond, cette chose-là n'est pas choquante de la part des peintres. Un peintre peut faire des variations, etc. Modiano, dans ce qu'il écrit, ce ne sont que des variations. Mais il a cette nécessité d'écrire, et il écrit. Et c'est comme lorsqu'on voit les 87 autoportraits de Rembrandt, eh bien, oui, on se dit, un seul aurait suffi, on aurait vu que c'était lui. Non, il y a cette nécessité. Moi, je crois que cette nécessité, elle est importante, que c'est vraiment le moteur de la vie, pour tout le monde, mais aussi, en particulier, puisqu'on en parle, pour les écrivains. Très bien. Une autre enveloppe. On va passer la vitesse enveloppe. Allez. Enveloppe. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices qu'on garde toute sa vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. C'est vrai qu'il y a des naissances difficiles. Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, a été un livre d'une naissance incroyablement facile. Ça a été un bonheur d'écrire et de faire ça. À partir du moment où j'ai su que j'allais écrire 20 ans plus tard et que je me suis mis à travailler réellement tous les jours, sans arrêter, le matin, l'après-midi, j'ai toujours travaillé. J'ai écrit la première version, je crois, en 14 semaines. Ça fait quand même 600 pages. Mais j'étais dans l'élan, et il fallait surtout pas que soudain je m'arrête pour réfléchir à s'il fallait mieux ci ou ça. Celle qui est publiée aujourd'hui, c'est la version 21. Mais la première a été vraiment une chose qui a été, pour moi, d'un élan et d'un enthousiasme formidable. J'étais très heureux d'écrire ça
et ça est venu exactement comme je voulais, les mots venaient comme je voulais, j'avais pas de difficulté. Et même sur la structure narrative, tout me paraissait d'une clarté et d'une évidence totale. Alors, c'est pas vrai pour tous les livres. Il y a des livres avec lesquels, on lutte tout simplement parce que on ne trouve pas exactement la façon dont il faudrait l'approcher, le dire, ou parce que il y a quelque chose qui reste énigmatique, quoi. Il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ce que savait Jenny ». Le livre fonctionne, à mon avis, assez bien comme il est, qui est un livre vraiment anarchiste, terrible, qui est l'histoire d'une petite jeune fille dont la fratrie est séparée, qui va passer tout le livre à essayer de les réunir et qui, pour réussir ça, fera les 400 coups. En même temps, à la relecture, juste avant de le publier, mais c'était trop tard, je me suis dit, j'aurais pu trouver sans doute quelque chose d'un petit poil différent. Il y avait là potentiellement quelque chose de plus, parce que Ce que savait Jenny faisait évidemment allusion au livre d'Henry James, Ce que savait Maisie, qu'on avait offert au personnage du roman et qui en faisait pour elle un guide de vie. Et je pense que j'étais allé un peu vite là-dessus, que j'aurais pu trouver, peut-être que trouverai-je un jour, la voie de le faire exister de façon plus profonde. Là, c'est un livre qui fait 250 pages, ou pas plus, quoi, et je pense que ça avait dans le ventre plutôt 500 pages, mais que je n'ai jamais trouvé. C'est quoi votre journée d'écrivain? Vous dites vous écrivez, ça se passe comment pour vous? J'ai un grand privilège, je n'ai pas de mérite, mais j'ai toujours très peu dormi. Je dors très peu. C'est quoi, très peu? Quand j'écris vraiment, je me lève à 5h, 5h30, et voilà, et je me couche à minuit, minuit et demi. Mais c'est sans difficulté, vraiment. Mais même adolescent, quand on pouvait faire la fête, les machins, moi j'étais réveillé tout de suite et j'ai jamais dormi au-delà de 9 heures. Et je pensais que j'étais malade, mais non. Donc j'ai beaucoup de temps pour écrire, et surtout le matin, on est spécialement en forme d'ailleurs. La majorité d'écrivains écrivent le matin. Donc c'est ça ma journée. Et ça se passe où? C'est comment? À quoi ça ressemble? J'habite à Paris, dans le 11e, j'ai mon bureau là-bas, je me mets au travail à ce moment-là, j'écris. Et puis, quand j'ai peut-être un coup de barre vers 3h30, 4h, parce que même si j'ai déjeuné léger, j'ai déjeuné, et à force d'écrire, on fatigue quand même. C'est une fatigue nerveuse, c'est une fatigue physique. Là, je prends mon sac de sport et je vais faire 1h et quart de gym en salle. Et après, il me reste encore 2 bonnes heures pour relire tout ce que j'ai écrit et reprendre ça. Mais voilà, c'est une vie finalement très réglée et sans beaucoup d'aventures. Sinon, l'aventure d'écrire ce qu'on écrit. Et du coup, quand le livre il sort, voilà, vous venez de mettre bas ce livre, je ne sais pas comment on dit, et vous emmerdez la journée du coup, ou vous repartez directement sur autre chose? Quand je publie un livre, tant que je n'ai pas l'édition du livre, je n'arrive plus à écrire. Je ne peux plus écrire. Alors, je ruse, je réécris des choses, je reprends des textes que je n'ai pas été jusqu'au bout, mais en réalité, je n'arrive plus à écrire. Et parce que, vous savez, finalement, quand on écrit, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, on est seul. Donc il y a une sorte de solitude, une incapacité à parler, parce que quand un écrivain, vous trouvez le mot juste, le balancement parfait de la phrase, et si vous racontez ça à vos proches, ça vous paraît un triomphe qui mériterait des trompettes, un défilé et des pétales de rose. Ils disent « Ah oui, très bien, bon, ça n'a aucun... » Et voilà, donc on est en dialogue qu'avec soi-même d'une certaine manière. Donc c'est une forme de solitude très singulière, qui, je le dis au passage, est finalement plus supportable que la solitude du cinéaste. Parce que quand on écrit, on est seul avec soi-même. Quand on tourne, on est seul en compagnie. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y a cette solitude. Puis, le livre paraît. Et là, arrive une autre forme de solitude, une autre forme de vide, de silence, qui est le vide et le silence de la lecture. Vous savez que le livre a été envoyé, vous l'avez vous-même envoyé à des amis ou à des proches, et qui va le lire le premier? Qui va oser en parler? Qu'est-ce qu'il en dira, etc. Voilà, c'est ça. Et là aussi, l'écriture est difficile. Pour les vivants et les morts, 20 ans plus tard, en réalité, je me suis remis à écrire parce que
avec un ami, nous faisons un scénario de bande dessinée sur la Révolution française. Eh bien, de me remettre à lire Robespierre, Saint-Just, Barrère, Talien, tout ça, de me remettre dans ça, eh bien, ça m'a redonné l'envie et le plaisir d'écrire. Mais c'est pas encore sur le plan romanesque. On est dans parce qu'un scénario, c'est un outil. Donc, on écrit parce qu'il va y avoir un dessinateur et plein de choses. Mais en même temps, oui, c'est ça, c'est une façon de remonter sur le vélo après une chute, j'ai envie de dire. Allez, on enchaîne une autre enveloppe. Celle-là. Oui, absolument, celle-là. Celle-là, elle est très, très jolie. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, bah très bien. Ben voilà. Votre livre vient de naître et votre livre est moche. Ce n'est pas un beau bébé livre, vous l'aimez quand même. Il y a une discussion qui est toujours très intéressante avec les éditeurs, qui est la discussion sur la couverture. Moi, je suis un militant depuis toujours pour la couverture illustrée. J'avais lu dans Livre Hebdo une interview de Pierre Belfond qui expliquait qu'il avait fait un test de publier le même roman avec une couverture blanche et une avec couverture illustrée, et que celle avec couverture illustrée s'était vendue 3 fois plus que la première. Donc, j'étais très fidèle à ça. Et je crois que c'est important de choisir, au fond, la bannière sous laquelle on se place. Et pour Les Vivants et les Morts, la première édition, on a même eu l'image avant même qu'on ait le titre, et peut-être même avant même que j'ai écrit plus de 10 pages. Parce que la photo qui servait de couverture, qui est une photo de Georges Azenstar, qui était un ami à moi, dont j'avais écrit une longue préface à un livre de photos qui rappelait toute sa carrière, je l'avais fait à Jean-Étienne Cohen-Ca, et c'était devant ses yeux dans son bureau. Et il m'a dit... c'est la couverture du livre. Je veux dire, bah oui, t'as raison, on a eu la couverture avant. Et c'est vrai que ça a été, je pense, un des éléments qui ont fait aussi le succès du livre, parce que ça se voyait tout de suite. Cette photo était une photo extraordinaire. Eh bien, pour Les Vivants et les Morts, 20 ans plus tard, on s'est posé la question. Alors, il y a l'intelligence artificielle. Prenons cette photo et puis traitons-la. Qu'est-ce que ça donnerait en lui mettant 20 ans de plus? C'était affreux. C'était pas affreux. Et Philippe Robinet, qui est le patron de Calman maintenant, a eu une idée grandiose, puisqu'il était allé voir l'exposition de Kiki Picasso. Il a dit, essayons de proposer à Kiki Picasso de le faire. On s'est rencontrés, du coup on s'est découvert avec Kiki Picasso qu'on avait énormément de liens indirects, directs. Sa femme avait été costumière sur un de mes films. Enfin bref, en plus on habitait à 50 mètres l'un de l'autre. Et Kiki a eu cette idée magnifique de reprendre ça, mais dans son style, et de réinventer cette image dans son style. Et moi, je suis très heureux et très content de faire, de montrer cette bannière pour le film. C'est très juste à tout point de vue. Et c'est vrai que c'est important, et que quand j'ai publié des livres chez Albin Michel, les choses ont été plus difficiles parce que ils avaient certaines idées sur ce que devait être une couverture. Et il manquait de confiance dans l'auteur. Et moi, je pense que l'auteur est souvent bien plus agace que les... Là, vous avez dit bannière pour le film, donc c'est un petit lapsus. Ça veut dire qu'il y a un film déjà prévu pour 20 ans? Peut-être. Ça serait évidemment mon vrai plaisir aussi, c'est qu'après avoir tourné une première série d'après Les Vivants et les Morts, 20 ans plus tard, eh bien, je tourne une deuxième série, parce que ce qui serait merveilleux, c'est que les acteurs sont toujours là, mais ils ont effectivement 20 ans de plus. Et ça veut dire que la première série pourrait servir de flashback par moment de façon extraordinaire, puisqu'il n'y aurait pas besoin de truquer quoi que ce soit, ce serait réellement eux. Donc, nous sommes en discussion pour voir si ça peut se faire, et j'espère que ça se fera, mais... vous savez, les choses sont tellement aléatoires sur le plan de la télévision et du cinéma qu'il faut rester dans l'expectative. Voilà. En tout cas, souhaitons-le. On va faire encore une dernière pause à la fin de ce 3e épisode. On s'arrête un court instant avant de repartir pour un 4e et dernier épisode que nous allons essayer de consacrer un peu plus au livre dont nous n'avons pas pris énormément connaissance, en fait, pour l'instant. La salle de lecture.